À la demande du président de la République, le maire de Saint-Omer s'est rendu aux Pays-Bas pour une mission, la mission de Koster. Les Pays-Bas, 10 millions d'habitants sous le niveau de la mer, 10 milliards d'euros investis. Oui, mais pour quels résultats ce modèle peut-il nous inspirer? L'une de nos équipes a enquêté. Ils sont les champions du monde de la protection contre les eaux. Ils ont édifié des forteresses capables de fermer la mer, élevé 20 000 km de digues, dompté 55 000 km de cours d'eau, de canaux et de lacs. À l'embouchure de 4 fleuves, les Pays-Bas ont construit leur histoire par la conquête de terre sur la mer. 60% de leur territoire est submersible. Le quart se situe sous le niveau de la mer. Moins 7 mètres, le record du pays se situe à Rotterdam, 2h30 de Lille. Le premier port d'Europe est aussi le symbole du génie néerlandais, un laboratoire en perpétuelle effervescence architecturale. 600 000 habitants, une forte pression immobilière, peu d'espace disponible. Noordhouhaven est l'un des derniers quartiers sortis de l'eau, avec sa vingtaine de maisons flottantes. En été, je me lève, je lance mon café, j'enfile mon maillot de bain et hop, je pique une tête. Ariane Janssen est l'un des heureux habitants à vivre ici au rythme des marées, 2 fois par jour. Là, c'est en train de monter. Ça monte chaque jour d'1,75 m et puis ça redescend. Quand le vent souffle, on voit la lampe bouger. C'est bizarre, mais c'est le seul effet perceptible. C'est comme des vacances. On vit au cœur de la nature. Le matin, on voit toutes sortes d'oiseaux. Ils plongent ici d'un côté et on les voit ressortir de l'autre avec un poisson dans la bouche. C'est incroyable. Chaque jour est un cadeau. Nassauhaven se situe ici, juste là au niveau de mon cœur. Et tout ce bleu autour, c'est de l'eau. On a encore de la place pour construire. Elles aussi ont quitté le traditionnel plancher des vaches. Un peu plus loin, entre les ferries et les marchandises, le port de Rotterdam abrite la première ferme flottante au monde. Une trentaine de vaches laitières à son bord. Une installation ultra moderne, tout automatisé. Elles reçoivent leur nourriture par ces tapis roulants. Elle arrive directement à leurs pieds. Les effluents sont traités et recyclés. La ferme du futur affiche 60% d'émissions de CO2 en moins qu'une installation classique. Le responsable nous garantit le bien-être animal. Elles sont super heureuses, très relaxes. En fait, la plateforme est super stable. Avec la marée, la ferme monte et descend de 2,50 m. S'il y a des inondations, on monte juste un peu plus haut. L'idée, c'est aussi de produire plus localement. C'est bien mieux que de faire venir la nourriture de l'autre bout du monde. L'impact climatique est meilleur. L'idée, c'est d'être le plus durable possible. Se réinventer sans cesse. S'adapter ou disparaître. Telle est l'histoire des Pays-Bas depuis plus de 2000 ans. Une histoire jalonnée de catastrophes. 1953, un raz-de-marée dévaste le sud du pays. 89 digues rompent sous les flots. En quelques minutes, la mer a gagné la bataille des digues. Ces digues élevées au prix de tant d'années d'efforts. L'eau a été la plus forte. Le bilan est effroyable. 1800 morts, 1 million de sans-abri. Et un traumatisme durablement inscrit dans la mémoire collective néerlandaise. S'en suivra un gigantesque programme de renforcement et d'édification de nouvelles digues, la construction d'ouvrages d'art colossaux,
Le barrage anti-tempête de l'Escaut oriental en sera le point d'orgue en 1986. 62 portes en acier, 9 km de long. C'est le plus grand des 13 barrages construits dans le cadre du plan Delta pour protéger les Pays-Bas des assauts de la mer du Nord. Le drame de 1953 a aussi entraîné une grande réorganisation dans la gestion de l'eau. Ce 25 janvier, le maire de Saint-Omer est reçu au Rijkswaterstaat, l'agence d'État, avec ici son centre de crise national. Bonjour. L'élu du Pas-de-Calais a été missionné par le président de la République pour voir quels ingrédients de la méthode hollandaise pourraient inspirer nos futurs plans de lutte contre les inondations. Et du coup, vous avez un système de digue. Oui, donc là c'est le digue principal. Après il y a un digue de construction. Si cet côté inonde, on peut fermer ici pour retarder l'eau qui arrive là ou l'empêcher d'arriver. Adossé au centre pédagogique, le PC de crise, opérationnel 24 heures sur 24. On a 3 groupes sur 4 domaines, les niveaux d'eau, les menaces sur les rivières, les lacs et les côtes, et un groupe sur les conséquences environnementales. Dans le système national de surveillance, nous avons 400 points de mesure avec des paramètres clés réactualisés toutes les 10 minutes. Amplitude, débit, température, solidité. Et si nous pensons que c'est nécessaire, on appelle les autorités locales et on discute. Que se passe-t-il? Avez-vous besoin d'aide? Quelle explication? Il y a tout le travail à réaliser par le gouvernement, les collectivités locales, mais il y a aussi sans doute des réflexes que chacun peut construire en ayant une meilleure connaissance demain de la manière dont le milieu naturel évolue. Lelystad, où a lieu la visite, est le chef-lieu du dernier polder édifié aux Pays-Bas à la fin des années 1950. La ville est située à 4 mètres sous le niveau de la mer. 450 000 personnes vivent aujourd'hui dans cette 12e et dernière province du pays, le Flevoland. En 1957, le polder a été asséché en 9 mois, grâce à des installations gigantesques comme cette station de pompage. 4 moteurs diesel, capables de pomper une piscine olympique en 1 minute 20. On utilise cette station de pompage une vingtaine de jours par an. En 1998, nous avons connu des pluies très fortes, une période horrible. Il a plu jusqu'à 60 mm en une seule journée. On a fait tourner les pompes en continu pendant 2 semaines et le niveau de l'eau a fini par redescendre, heureusement pour nous. Par ici, nous sommes 6 mètres sous le niveau de la mer. Si on ne pompait pas, dans 6 mois, on pourrait faire nos valises et partir. Ici, c'est pompe ou crève, alors on pompe. Pour vivre en sécurité, les Néerlandais payent des taxes prélevées par les agences régionales de l'eau. 375 € par an et par foyer dans cette province. D'ici 2050, toutes les digues du pays doivent être adaptées aux nouvelles normes de sécurité. Dans cette province, cela fait 250 km de digues à rénover. L'État paye la moitié, l'autre moitié est prise en charge par les agences régionales des Watering. Au total, les Pays-Bas vont restaurer 1300 km de digues. Coût de l'investissement, 20 milliards d'euros. Après ces travaux, nous devrions être en sécurité pour les 100 prochaines années. Mais ces projections changent quasiment chaque année. Je pense qu'on est dans un processus qui ne s'arrêtera jamais. Il faut se remettre en cause sans cesse. C'est aussi ça que nous disent les Néerlandais. Tirer les leçons des catastrophes pour faire mieux la fois d'après. En 1993-95, les crues du Rhin et de la Meuse submergent le sud et l'est du pays. 250 000 personnes sont évacuées à titre préventif. Le drame humain est évité. Mais certains habitants ne retrouveront jamais leur maison. Des fermes ont été reconstruites plus en hauteur, sur des tertres. Une nouvelle politique a vu le jour, plus d'espace pour les rivières,
redonner de la place à l'eau, plutôt que de la repousser sans cesse. Problème, aux Pays-Bas, les terres sont rares, la densité parmi les plus fortes d'Europe, surtout en Hollande méridionale qui abrite les plus vieux polders du pays. Près de Delft, les grosses inondations de 1998 ont amené une autre solution. Le double usage d'un même espace. Quand le niveau ici est trop haut et que les capacités de pompage vers la mer ne suivent plus, on a besoin de retenir l'eau quelque temps. Dans cette zone tampon, ici, sous mes pieds, on a construit une porte. Si besoin, cette porte s'abaisse et la zone que vous voyez là devant vous est inondée. Cette pâture de 20 hectares a été inondée 3 fois en 20 ans. Il suffit d'appeler le fermier pour qu'il retire ses bêtes. La terre n'est plus à lui, même s'il en a l'usage. En 1999, lorsque nous avions les pieds dans l'eau et que nous avons lancé l'idée, tous les fermiers disaient « Ouais, génial, faisons ça ». Puis après, les gens oublient. Et finalement, ils sont moins enthousiastes à accepter une nouvelle digue sur leur pâture et à l'abandonner quand l'eau arrive. Au fil du temps, la volonté s'étiole, mais c'est sans doute une piste intéressante pour vous aussi en France. Avec le changement climatique, le niveau des mers va monter. Les épisodes météo extrêmes s'accélérer. Les Pays-Bas devront encore surélever les digues et exproprier des habitants. Toutes les maisons 100 mètres de chaque côté du digue vont disparaître. Et peut-être ils peuvent être reconstruits après, mais il faut vraiment faire quelque chose. Ça va être un immense débat de société. Donc aussi là, de nouveau, les gens vont souffrir, mais c'est pour le bien commun. Et ça, il faut se négocier. Il faut le négocier avec eux pour décider qu'est-ce qu'il faut faire en fait. La montée des eaux, 1 mètre de plus d'ici 2100. Peut-être 5 mètres d'ici 2 siècles. D'autres problèmes s'ajoutent. La tourbe des polders s'effondre. L'agriculture hyper intensive pollue l'eau. La nature est exsangue. Rotterdam, la bâtisseuse, travaille d'arrache-pied à rendre le futur possible et même désirable. Dans cette ancienne zone portuaire, un parc de la marée se dessine. C'était un delta très riche sur le plan écologique. Nous voulons ramener la nature propre au phénomène de marée et l'écologie spécifique au delta dans la ville. Un peu plus loin, l'agence d'urbanisme étudie quelles plantes sont les plus performantes pour s'adapter à tel ou tel type de sol et faire de Rotterdam une ville éponge. Vous pouvez retenir l'eau sur les toits, vous pouvez retenir l'eau dans les cours, dans les rues, les parcs, les squares. En fait, vous pouvez vraiment utiliser la ville comme une éponge. L'environnement est une partie de la solution. Ne pas regarder seulement les solutions technologiques. Commencer par voir comment la nature peut nous aider, créer des infrastructures vertes et bleues. Ça, ce sont des solutions. Depuis 10 ans, des squares d'eau se transforment en bassins de rétention en cas de forte pluie. Un savant réseau de canalisation collecte l'eau des immeubles alentours. L'ancien port du Rhin est aussi en pleine métamorphose. Il accueille déjà l'une des plus impressionnantes vitrines de cette ville résiliente, le plus grand immeuble de bureaux flottant au monde. Une solution réplicable. L'immense avantage de construire sur l'eau, c'est que lorsque le niveau monte, l'immeuble monte avec. Et donc vous n'êtes jamais submergé. À quelques mètres, des pelleteuses s'activent. Une plage et un parc flottant se préparent. Nous sommes en train de gagner des terres ici. Le sable que nous importons deviendra une plage urbaine où les gens pourront venir nager. Avec la hausse des températures, les gens devront pouvoir se rafraîchir. Ils auront aussi besoin d'arbres pour trouver de l'ombre, ce qui est indispensable dans cette ville très minérale qu'est Rotterdam. Nous devons arrêter de lutter contre l'eau, mais plutôt l'embrasser. C'est un nouveau concept. À Rotterdam, 85% de la ville se situe sous le niveau de la mer. Rendez-vous dans 2 siècles pour voir si la mégalopole a réussi son pari.
Et si les Pays-Bas tout entiers ont gagné la bataille contre la montée des eaux?